Ok, bienvenue à cette conférence Energaia sur les réseaux de chaleur pour des solutions pour décarboner nos bâtiments. Donc moi je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie. Et donc nous allons parler... Ah, il y a un petit souci technique. D'accord, je vais essayer de pousser mon micro, comme ça ira peut-être mieux. Là ça grésille moins. Bon. Si vous avez un souci technique, vous n'hésitez pas à lever la main ou on verra ce qu'on peut faire. Donc la production de chaleur aujourd'hui, elle repose essentiellement sur les énergies fossiles, encore 60%. Les réseaux de chaleur urbains présentent une réelle opportunité qui est encore largement sous-estimée par rapport au passage aux énergies renouvelables. Alors ils utilisent en général des sources d'énergie très diversifiées. Bon, on connaît bien sûr le bois, mais il y a aussi bien d'autres sources comme la chaleur fatale, la géothermie, la thalassothermie, même on verra tout à l'heure. Et donc, afin d'accélérer cette adaptation des nouveaux systèmes en France, nous allons voir quelles sont les différentes solutions qui s'offrent en fonction des territoires et aussi en fonction si c'est déjà un quartier existant, si c'est en rénovation, en développement. Et quelles sont les innovations et les défis technologiques aussi par rapport à ces réseaux de chaleur plutôt en zone urbaine et comment les politiques publiques peuvent-elles soutenir et encourager le développement de ces réseaux. Donc nous allons voir ça avec nos 4 invités pendant 45 minutes à peu près. Donc comme on a un petit décalage de 10 minutes, on va essayer de terminer à 12h05 et puis de prendre vos questions dans les 10 dernières minutes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, vous les gardez pour la fin. Donc j'accueille Frédéric Cauvin, donc vous êtes directeur général adjoint de la SERM, la société d'équipement de la région de Montpellier, et SA3M, c'est ça aussi, la société d'aménagement en fait, de la région de Montpellier. Myriam Lorcé, donc vous êtes chargée d'études d'activités énergie renouvelable terrestre au CEREMA. Donc je me lance dans le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise des risques sur l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Gaëtan Daujean, donc vous êtes référent des réseaux de chaleur pour l'ADEME. Et enfin, Marlène Rivalan, vous êtes ingénieure études chez Dalkia. Voilà. Merci à tous. Alors j'aime bien, avant de commencer, savoir vous qui vous êtes. Donc rapidement, juste en levant la main, est-ce que vous travaillez dans le secteur des réseaux de chaleur ? Ok, ouais, il y a déjà des experts. Dans les bureaux d'études peut-être, plus précisément. Ok. Les institutions. Très bien. Les collectivités ? Non. Ah si, d'accord. Institutions, collectivités. Est-ce qu'il y a des étudiants peut-être ? Merci. Bon, et les autres ? Bon, on mettra d'autres cases la prochaine fois. Merci en tout cas de venir assister à cette conférence. Alors pour commencer cette table ronde, nous allons rappeler à peu près les principales techniques possibles pour les réseaux de chaleur et voir un peu les évolutions techniques. Donc Gaëtan Daujean, donc référent réseau de chaleur à l'ADEME. Aujourd'hui, la majeure partie des réseaux de chaleur sont au bois. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le panorama et voir les défis auxquels ils sont confrontés, ces réseaux de chaleur ? 1, 2. Oui. Ouais, on vous entend très bien. Bonjour à tous. Donc tout à fait sur les réseaux de chaleur qui sont quand même un vecteur indispensable des énergies renouvelables, on constate que quand on regarde les réseaux, en fait, même si l'énergie des incinérateurs est la première énergie diffusée dans les réseaux de chaleur, si on regarde les réseaux en nombre de réseaux, en fait, la biomasse représente une grande majorité de ces réseaux de chaleur, puisqu'ils sont présents vraiment sur toute taille de réseaux. Et après la biomasse, on retrouve un petit peu de géothermie profonde. Alors c'est vrai que ce schéma réseau de chaleur biomasse, haute température, est le schéma qu'on a le plus vu pendant au moins les 10 années sur lesquelles je travaille sur les réseaux de chaleur. C'est vraiment le réseau de chaleur classique, on va dire. Mais ces caractéristiques évoluent en fait sur la base de 2 critères. C'est que on a une forte maîtrise des
de l'énergie qui apparaît dans les bâtiments avec de la rénovation énergétique ou des bâtiments neufs qui sont très performants et qui vont se permettre d'avoir de la température à peu près à 40 degrés en basse température pour aller chauffer les bâtiments. Et donc ça change la donnée, et ça, notamment sur les réseaux de chaleur à 80 degrés qui sont assez fiables, les plus viables aussi économiquement. La deuxième donnée qui fait qu'on voit une évolution importante, c'est les besoins de froid qui apparaissent sur ces réseaux de chaleur. Donc c'est pour ça que maintenant on va appeler ça réseau de chaleur et de froid, parce qu'il faut être capable d'apporter du froid sur les bâtiments, et ça, ce n'est plus possible avec un réseau de chaleur classique. Donc, le réseau de chaleur qui apparaît sur la première image à gauche, sur la présentation précédente, donc c'est le réseau de chaleur classique, et on voit apparaître les boucles d'eau tempérées, qui sont une forme différente de diffusion de la chaleur, où en fait, la chaleur ne va pas être à la température directement dans les bâtiments, mais on va stabiliser une température lorsqu'on sera en été, une eau plutôt fraîche, et en hiver, une eau chaude, qui va après être relevée par des pompes à chaleur. Donc ça, c'est quand même une évolution. On a peu de réseaux de chaleur actuellement en boucle d'eau tempérée. Il y en a moins de 10%. Mais ils sont en forte évolution. On en a beaucoup en phase d'étude. Ils sont flexibles. On peut facilement raccorder des bâtiments à une boucle d'eau tempérée. Ils permettent de lutter contre les îlots de chaleur qu'on a l'été dans les villes dans le sud. À cause de la climatisation. Voilà, la climatisation qui va se développer. Alors, si on n'est pas capable de fournir du froid, eh ben, les bâtiments vont le faire eux-mêmes avec des installations moins vertueuses. Donc, on a vraiment ce type d'appareil, ce type d'installation qui apparaît, et par contre qui a un coût un peu plus élevé que les réseaux de chaleur, on va dire, classiques, mais avec cette capacité d'aller fournir du froid, et aussi d'être capable de faire des tout petits réseaux en boucle d'eau tempérée. Et on va aller on regarde sur la droite de la partie production. Ces réseaux en boucle d'eau tempérée sont capables, en gros, de prendre toutes les ENR possibles, puisque dès qu'on a de la basse température, on peut la valoriser sur une boucle d'eau tempérée. Après, on a un troisième type de réseau de chaleur, qui est le réseau 4 tubes, où on va fournir du chaud et du froid en même temps sur les bâtiments. Et c'est souvent sur une boucle d'eau tempérée, on va aller mettre en place des pompes à chaleur en montage thermofrigo-pompe qui vont produire qui ont la capacité, voilà, de fournir du chaud et du froid à travers deux réseaux distincts. Donc c'est vraiment l'évolution qu'on voit, c'est que le réseau de chaleur reste toujours la base pour nous, le réseau de chaleur biomasse sur les projets en haute température. Mais maintenant, tout ce qui va être dans les écoquartiers, tout ce qui va être dans les bâtiments neufs, on voit une nouvelle typologie. C'est ces réseaux, on va dire, de boucles tempérées associés souvent quand même à la géothermie. Des fois, à la thalassothermie, il va y avoir un projet qui va être présenté. Et aussi récupération de la chaleur fatale sur ces réseaux en basse température. Donc on a bien compris que le bois, c'était pas la seule énergie en tout cas, et que ça avance au niveau des technologies vraiment en basse température. Justement sur le bois, par rapport à la ressource aussi en bois, il y a eu pas mal de négociations, de discussions au niveau national. Et il y a Sylvain Waserman, donc, qui est le président de l'ADEME, qui disait qu'il n'allait plus forcément soutenir au même niveau les réseaux de chaleur bois. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est vrai qu'on a mis en place une stratégie de hiérarchisation des ENR, et on le voit sur la présentation suivante. C'est quand même la nécessité, face à tant d'énergie renouvelable, à un moment, il faut se décider, il faut que le maître d'ouvrage aussi soit un petit peu guidé sur quelle va être la meilleure ENR disponible pour mon projet. Et la démarche ENR Choix, déjà, c'est de définir des priorités. Alors déjà, la priorité pour nous, c'est la sobriété et la maîtrise de l'énergie. C'est aussi la priorité, c'est le raccordement à un réseau de chaleur existant. Donc on renvoie en réseau un outil qui est en ligne et qui permet de savoir si on a un réseau qui passe à proximité de notre bâtiment. Et si on voit que on n'a pas ces possibilités, alors on va dérouler la démarche ENR Choix, qui est d'abord, on va valoriser la chaleur fatale en priorité. Après, on va valoriser les énergies non délocalisables, notamment la géothermie. Et si on voit qu'on n'a pas pu mettre en place ces dispositifs, on va sur la biomasse. Alors pourquoi cette démarche ? C'est essentiellement
en fait, pour préserver la ressource biomasse. On sait qu'elle est importante et que si à un moment on peut basculer sur une autre ENR, eh ben, on va plutôt faire ce choix-là de la géothermie ou de la chaleur fatale plutôt que de la ressource bois. Et ça rejoint en fait l'évolution donc sur le fonds chaleur. Donc c'est un fonds d'aide à l'investissement qui est proposé, qui est géré par l'ADEME. C'est un fonds à peu près 200 millions d'euros par an sur les réseaux de chaleur et qui va apporter une aide à l'investissement entre 20 et 40% à peu près de l'investissement qui est nécessaire pour avoir un prix de la chaleur qui soit économiquement viable. Et donc c'est à travers ce dispositif d'aide qu'on va piloter un peu la stratégie sur les réseaux de chaleur. Et là, les éléments qu'on a pour 2025, c'est que l'aide qui est apportée au réseau de chaleur biomasse, en fait, elle va baisser si on considère que le projet n'est pas exemplaire sur notamment son plan d'approvisionnement, où on va chercher à diversifier le plan d'approvisionnement. Avant, on cherchait plutôt du 100% aux plaquettes forestières, et maintenant, on va demander d'intégrer d'autres origines, de la haie bocagère, du bois en sortie de statut déchet, du déchet de scierie. Et si on considère que le projet est exemplaire, il va bénéficier de la même aide qu'en 2024. Si par contre il est moins exemplaire, il y aura la nécessité, avec une aide un peu plus faible, peut-être de relever les prix de vente de la chaleur pour équilibrer la viabilité économique du réseau de chaleur. Bon, donc quand même du soutien de la part de l'ADEME au réseau de chaleur bois, toujours. Bon, merci beaucoup. Frédéric Covin, donc vous êtes directeur général adjoint en charge de l'énergie donc à la CERM de Montpellier. Vous gérez le 3e réseau de chaleur de distribution de chaud et de froid. Oui. 3e réseau de France, pardon. Dans quelles circonstances vous allez utiliser le bois dans vos réseaux ou pas? Alors, on va peut-être montrer la diapo. Alors, hop. non, on n'est pas encore sur tout le territoire américain. On reste sur Montpellier. Alors nous, on est un opérateur local. On est dans un groupe d'entreprises publiques qui appartient en fait aux collectivités locales. Société d'économie mixte, Société publique locale, SAS. Donc on est concessionnaire du réseau de chaleur de Montpellier qui s'est construit, on va le voir sur la diapo suivante. Non, je suis désolée, je crois qu'il y a un souci dans les diapos. Ouais, après c'est Toulouse. Je suis désolée. Ah, bon, c'est pas grave. Qui s'est constitué en fait en plusieurs réseaux qui ont été construits à des époques différentes, dans des quartiers différents. Et donc à chaque fois, on a fait une recherche de la meilleure énergie renouvelable et locale pour alimenter ces réseaux. Ce qui nous a amené finalement aujourd'hui à un résultat qui illustre un peu ce que vient de dire Gaëtan, c'est qu'on n'a pas forcément eu recours à la même énergie. Parce que au moment où on a pris la décision, on s'est retrouvé avec une énergie qui peut être différente, avec aussi un process qui peut être différent. Alors quand je dis process, effectivement, on a des réseaux de température, des réseaux moyenne température, des boucles d'eau tempérée. Donc en fonction des besoins et des opportunités et des innovations, s'il faut le dire, on est arrivé à des résultats qui peuvent être assez différents. Donc aujourd'hui, on a principalement, et on va en parler des chaufferaies au bois, on est en train de construire notre 6e chaufferie au bois. Ça représente plus de 50% de notre mix énergétique qui aujourd'hui a plus de 70% renouvelable. Le reste, on récupère de la chaleur sur des data centers, sur l'usine de méthanisation des ordures ménagères, sur les eaux usées, bientôt sur la steppe. On a fait un peu de solaire. Donc voilà, on a un mix énergétique qui est assez varié. En fait, on avait nous aussi à peu près, je dirais, la même stratégie de choix énergétique, sachant que le bois est quand même aussi chez nous prépondérant, parce qu'on a la chance d'être dans une région qui est quand même bien dotée, avec un massif forestier très important. Alors pas en plaine, hein, on est d'accord, mais et encore que, mais plutôt dans l'arrière-pays, dans les Cévennes, les Hauts-Cantons du Languedoc. Et donc on a aujourd'hui 6 chaufferies au bois qui consomment. Alors il y en a une qui est au granulé de bois. On a aussi beaucoup de bois propre récupéré, ce qu'on appelle le bois de classe A. On a aussi beaucoup de bois d'élagage, plutôt en plaine, et de la plaquette forestière qui viennent de ces forêts. Diversifier justement voilà. Les sources d'approvisionnement. Absolument. Donc le bois, ça reste donc une énergie locale, puisque nous, on a un rayon d'approvisionnement de moins de 90 km actuellement.
Donc c'est quand même une ressource très locale. On travaille avec des entreprises qui gèrent durablement la forêt, hein, ça c'est très important. Et on est évidemment très présent sur les problématiques de qualité, hein, hygrométrie du bois, granulométrie du bois, et puis évidemment on ne brûle que du bois propre, hein, voilà, hein, et c'est évidemment très important. On est aussi aidé par l'ADEME qui a mis en place QBO, qui est en fait un cahier des charges pour la filière bois-énergie, hein, qui permet aussi d'améliorer un peu la qualité. Et on demande aussi une labellisation du bois, sachant que ça peut paraître compliqué parce qu'en fait, il n'y a que, je crois, à peine 25% de la forêt qui est publique. Le reste, en fait, c'est une myriade de petits propriétaires et donc c'est plus compliqué. Donc on travaille avec des intermédiaires qui s'engagent sur la labellisation des forêts, c'est-à-dire comment on gère durablement. C'est-à-dire qu'on fait des coupes, pas n'importe comment, et puis on replante, hein, évidemment, puisque c'est une énergie renouvelable uniquement parce que on est sur un circuit court en temps, c'est-à-dire qu'une forêt, ça prend 30 ans, en gros, voilà. Donc on est à l'échelle humaine, et surtout quand on coupe, soit on élague, mais surtout si on fait des coupes qu'on évite le plus possible, en fait, on replante derrière. Ouais, donc une gestion durable de la forêt. Merci. Marlène Rivalan, chez Dalkia, vous faites toujours des réseaux de chaleur biomasse ? Oui, bah alors nous, c'est comme ce que vous venez de dire. En fait, pour chaque projet, on va vraiment venir chercher la meilleure solution technique en fonction de ce qui est disponible localement. Donc là, typiquement, ça peut être de la biomasse, ça peut être de la thalassothermie, de la géothermie, ça peut être de la récupération de chaleur fatale sur les incinérateurs. En fait, chaque réseau de chaleur est unique. En fait. Il est dans un contexte avec une disponibilité sur le territoire de la métropole qui est ce qu'elle est. Et en fait, on vient vraiment chercher ce qui est le plus opportun à l'endroit où on fait le projet. Donc typiquement dans le sud-ouest, on a 2 réseaux de chaleur en construction avec de la biomasse. Alors la biomasse, c'est pas forcément que du bois, hein. Ça peut aussi être typiquement à Poitiers, on a une chaufferie qui brûle de la paille et du miscanthus qui sont aussi de la biomasse. Et on a un projet qui est en train de se construire sur Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées, qui sont donc des projets en construction aussi avec de la biomasse. Oui. Et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de venir. On peut varier la biomasse et on peut varier les sources d'énergie de la biomasse. Ça peut être la base, ça peut être un appoint. En fait, chaque projet est unique et vient vraiment chercher localement ce qui est disponible et ce qui est le plus opportun pour la ville. Ouais. Très bien. Bon, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, en tout cas, des nouveaux projets, comment on analyse les nouveaux projets. On va maintenant passer aux innovations, notamment avec la thalassothermie. Myriam Lorcé, donc vous êtes responsable d'études et d'activités énergie renouvelable terrestre au CEREMA, et vous avez réalisé une étude sur les ressources potentielles pour développer la thalassothermie en Méditerranée. Les résultats viennent juste de sortir, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la thalassothermie ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de la thalassothermie en Méditerranée ? Alors, beaucoup de choses. Hein. La thalassothermie est sensiblement une filière qui a plutôt des facteurs favorables de développement sur la façade méditerranéenne. Notre étude, pour rappeler un petit peu l'objectif et le contexte de l'étude, c'était au regard des installations déjà existantes en Méditerranée, regarder en retour d'expérience les futurs sites qui pouvaient se montrer favorables donc, au développement de nouveaux projets. Et cette étude, en fait, représente un des potentiels de massification de la filière en Méditerranée. Donc, on n'a pas regardé le potentiel bâtiment par bâtiment, mais plutôt consommation collective et couverture de besoins déjà existants sur donc une bande de 3000 mètres au bord par rapport au trait de côte. Alors je me dis juste, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la thalassothermie ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. D'accord. Rapidement. Oui, alors en fait ça a été un peu montré précédemment. Donc c'est la récupération de calories d'eau de mer donc via des pompes à chaleur ou des thermofrigopompes pour en faire du chaud, du froid ou bien de l'eau chaude sanitaire.
Donc il y a des systèmes de boucles d'eau tempérées, comme ça a été montré précédemment, ou bien directement une centralisation de la production où le chaud, le froid et l'eau chaude sanitaire partent directement de la centrale. Voilà, donc il y a deux configurations différentes. L'intérêt, c'est vraiment l'eau de mer, donc d'où la nécessité d'avoir un port et des infrastructures déjà construites. Tout à fait, c'est ça. Donc effectivement, donc l'étude a regardé avec un prisme un peu de l'existant, donc au bord donc des infrastructures portuaires, puisque déjà artificialisées, pour donc répondre à une action du document stratégique de façade élaboré par la DIRM Méditerranée. Et donc l'objectif était de trouver les collectivités qui pouvaient donc répondre à un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt au regard des résultats. Donc les facteurs de favorabilité ont été tout d'abord regarder les enjeux environnementaux, donc, parce qu'il y a des espèces sensibles tout près des ports, notamment des phanérogames marines, des biocénoses, et aussi des zonages environnementaux qu'il ne faut pas impacter, puisque la thalassothermie rejette de l'eau plus chaude ou plus froide en fonction des saisons. Voilà, donc les ports qui paraissent en vert sur la première colonne montrent une distance quand même favorable donc à ces critères environnementaux. Et ensuite, on a regardé les critères technico-économiques, c'est-à-dire où est-ce qu'il y avait du besoin. Le besoin fort chaud, on en a parlé dans le réseau. Donc ça a été c'est un outil qui est effectivement développé aussi en partenariat avec le CEREMA. Donc on a récupéré toutes ces données. Et donc tous les ports qui matchent avec donc les facteurs de favorabilité technico-économique, donc consommation, fort chaud, fort froid, et aussi éventuellement avec la présence d'écoquartiers en devenir pour consommer pour une future consommation de froid et de chaud. Mais voilà, au tout début, le premier filtre a été est-ce qu'il y a une disponibilité foncière dans ces ports, puisqu'on a vu que toutes les centrales qu'on a visitées demandaient au moins 500 mètres carrés de disponibilité foncière sur l'infrastructure. Voilà, donc l'étude devrait être disponible publiquement début d'année. Là, on est en train de la valoriser un peu de manière vulgarisation pour qu'elle soit comprise par tout un chacun et qu'on puisse se servir du projet numérique. Voilà. Et alors, c'est quoi le potentiel de la thalassothermie en Méditerranée ? C'est les lignes qui sont toutes vertes, c'est ça ? Alors en fait, alors là vous avez juste une région, pardon, même pas un département. Donc j'ai pas pu tout mettre sur une carte, les trois régions Occitanie, PACA et Corse. Mais si vraiment on regardait, si on zoomait vraiment sur les ports qui montrent 100% de vert favorabilité, donc on a 9 ports vraiment qui aujourd'hui seraient prêts à accueillir dans des conditions très favorables des projets. 6 en PACA et 3 en Occitanie. Voilà. Et bon, pas que voilà, c'est pas l'exhaustivité du potentiel de la thalassothermie en Méditerranée, hein. Mais ça pourrait couvrir des besoins aujourd'hui. Si on veut parler en termes de chiffres, parle plutôt de production en regard à la consommation qu'il y a en face. La thalassothermie en Méditerranée pourrait couvrir 750 gigawatts de consommation et en chaud et 163 gigawatts en froid. Heure, pardon. Oui, gigawattheure. Ouais, c'est énorme, en fait, le potentiel de la géothermie qu'il pourrait y avoir. Et on peut déjà en développer sur 9 ports qui sont déjà présents, au niveau environnemental, au niveau foncier, au niveau économique, avec un besoin de chaleur et de froid derrière, quoi. Tout à fait. Et vous avez déjà, je sais pas, des collectivités qui vous ont rapproché, ou c'est encore trop tôt parce que l'étude n'est pas encore sortie? C'est ça. Bon. Voilà, et puis il faut que le maître d'ouvrage aussi voit comment monter les appels à manifestation d'intérêt pour ces collectivités, mais voilà, c'est en bonne voie en tout cas. Bon, merci beaucoup. On voit vraiment qu'il y a du potentiel, notamment. Merci à vous. Allez, on reste dans la géothermie et on repart à Montpellier, donc avec Frédéric Covin. Tout à l'heure, vous disiez 6 chaufferies au bois, mais vous avez aussi de la géothermie, notamment dans le nouveau quartier de Cambacérès, donc sud de France, avec les TGV sud de France. Comment ça s'est passé, ce projet de géothermie? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, sur ce projet, déjà,
on fait un schéma directeur énergie pour comprendre un peu quels sont les besoins du futur quartier. Là, on est sur un quartier uniquement tertiaire aujourd'hui, même si on a raccordé un petit quartier de logement qui avait eu des difficultés avec son propre projet de géothermie. Mais sinon, c'est du tertiaire. Donc, des besoins de chauffage, pas de besoin d'eau chaude sanitaire, et évidemment des besoins relativement importants de rafraîchissement, climatisation. Dans les sujets que l'on a expertisés au départ, en lien avec le BRGM au tout début, la géothermie. Et il se trouve que on nous a dit qu'on était a priori au-dessus d'une nappe d'eau relativement importante, non potable et utilisable. Et donc, quand on a fait un premier forage test, effectivement, on a trouvé une ressource importante. On est sur une nappe dont on peut extraire 350 m3 d'eau, sachant que je rappelle que dans nos process, on réchauffe ou on refroidit la nappe légèrement, mais on ne consomme pas l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est prise est rejetée 350 mètres plus loin dans la même nappe. Donc pas de consommation et pas d'incidence sur le milieu souterrain, évidemment. Oui, parce que la température, elle est égale quand vous la prenez et quand vous la rejetez ? À quelques degrés près. C'est-à-dire que l'hiver, on prend des calories, donc on refroidit de quelques degrés, et l'été, on réchauffe puisqu'on climatise. Donc l'intérêt de cette nappe, qui est une nappe de surface, à très basse température quand même, puisqu'on est à 16-17 degrés, c'est justement, elle s'ajuste bien à des besoins de chauffage pour le tertiaire avec des températures, on le disait, assez basses, on est à 60 degrés, et des besoins importants l'été de rafraîchissement, on produit de l'eau à 9 degrés. Donc, en fait, derrière cette nappe, on a des thermofrigopompes ou des pompes à chaleur, si vous voulez, qui font de la chaleur à 60 et donc du froid à 9 degrés. L'intérêt, c'est que justement, on peut tirer sur cette nappe à la fois pour les deux besoins, c'est-à-dire pour le chauffage l'hiver et la climatisation l'été, et que du coup, dans nos projections, on devrait avoir une stabilité assez parfaite de la température de la nappe, parce que en fait, les calories qu'on va prendre l'hiver, on va les rejeter l'été. Donc en fait, on attend une température sur un an à peu près égale de la nappe. Ce qui veut dire que cette nappe, elle va être extrêmement durable, puisqu'on va maintenir un niveau de température équivalent sur toute la durée de fonctionnement. Alors après, l'intérêt de la géothermie, on est sur une ressource locale, renouvelable, zéro carbone. On utilise de la thermodynamique, donc des pompes à chaleur électriques, avec, en France, on le sait, un impact carbone de l'électricité très faible. Donc à la fin, on obtient une énergie en chaleur et en froid inférieure à 30 grammes par kilowattheure, ce qui est vraiment très faible. Donc ça fait partie des projets les plus performants que l'on a. Et un taux d'énergie renouvelable sur ce réseau qui va être supérieur à 90%, parce qu'en fait, au-delà de la géothermie, la pointe se fera essentiellement par une chaufferie au bois qui est dans un quartier à côté. Et donc, du coup, on a un mix énergétique très, très renouvelable. C'est quoi les ordres de grandeur en termes d'investissement dans ce réseau de chaleur ? Alors là, ce sont des projets un peu lourds. Donc, on est sur plus de 17 millions d'euros d'investissement total, qui comprend la centrale de production, la géothermie, les réseaux, les sous-stations. Donc ce projet, on ne peut le faire que parce qu'on a des aides, et donc on a été soutenu par l'ADEME. Et d'ailleurs, c'est Gaëtan qui nous a aidé à monter le dossier et qui a défendu le dossier. Voilà. Et donc on a 25% de subvention à peu près de subvention ADEME. En fait, le taux est plus important, mais l'assiette de subvention ne porte que sur les réseaux et la géothermie. Après, donc nous, on a dû aussi s'équiper, parce que la géothermie fait la base des besoins. Et donc, on vient raccorder cet équipement à notre chaufferie au bois en plus pour faire le complément. Et puis, on a aussi besoin de groupes classiques, de groupes thermodynamiques, de groupes froids pour faire le complément des besoins. Voilà. Quels ont été les défis de vos équipes, de vos agents par rapport à cette installation géothermique ? Alors la géothermie, c'est en plus, vu la taille de l'opération, c'est une autorisation, c'est le code minier, donc c'est différent pour nous, puisque nous on est plutôt habitués aux ICPE, aux installations classées pour la protection de l'environnement. Donc là c'est différent, donc de toute façon on est en lien évidemment avec les services de l'Adréal, qui sont très présents, parce qu'en fait la crainte, c'est de polluer le milieu souterrain, ce qui serait une catastrophe. Et donc on s'entoure de spécialistes. Donc nous on apprend évidemment, mais on a commencé avec le BRGM, on a ensuite fait le projet avec Antea,
qui est un spécialiste quand même de ces sujets. Et on prend un foreur évidemment agréé, spécialisé. Nous, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas de technicien, donc on travaille avec, là on travaille avec des exploitants. Bon, on ne travaille pas avec vous, on travaille avec Engie, mais on travaille avec vous ailleurs, et pas sur ce sujet-là. Mais voilà, on travaille avec des professionnels aussi, sachant que une fois, ce qui est très, très important, c'est de forer convenablement, de ne pas polluer à ce moment-là. Nous, en fait, on pompe la ressource à 130 mètres de profondeur. On passe dans un échangeur pour échanger uniquement des calories. C'est-à-dire qu'on ne change pas les caractéristiques physico-chimiques de l'eau qu'on rejette 350 mètres plus loin. Donc on a évidemment une analyse en continu. Il n'y a pas, on ne mélange pas l'eau des forages avec l'eau des réseaux, par exemple. Voilà. Donc il n'y a pas de souci particulier. Donc une fois que ça c'est bien pensé, bien étudié et qu'on travaille avec des professionnels comme des foreurs qui connaissent bien leur métier, après l'exploitation est relativement simple et on a un suivi des services de l'Adréal avec des comptes à rendre régulièrement sur la gestion de cet équipement. Mais très honnêtement, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est une fois qu'on a travaillé au départ avec des gens compétents, c'est simple en fait à gérer. C'est plus simple, si vous voulez, qu'une installation classée avec une chaufferie au bois, même, où là, vous avez des problèmes de filtration, voilà, c'est encore plus simple. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage donc, à Montpellier. Maintenant, on part à Toulouse avec Marlène Rivalan. Plus précisément, on part dans la zone d'activité de Aérospace, donc qui est en plein développement, et vous avez, avec Dalkia, développé une boucle d'eau tempérée là-bas. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est dans le contexte du réseau de chaleur TED, qui est plus généralement, si on revient sur le... Si vous peut-être passer à la slide suivante, donc, pour montrer le contexte, donc Toulouse, la ZAC, la zone en question, c'est la ZAC Toulouse Aérospace, qui est donc au sud-est de Toulouse. Si on montre sur la slide suivante le tracé du réseau de chaleur, on est sur un réseau de chaleur très global qui fait quasiment 40 km. Et qui est classique pour le coup à haute température, qui prend sa source principalement sur l'unité de valorisation énergétique des ordures ménagères du Mirail. Et en fait, on est venu créer spécifiquement pour cette zone qui était en construction, donc qui est sur les anciennes pistes de l'aéropostale, qui était une friche industrielle en fait. Et la métropole a fait le choix de créer ici tout un projet de nouveaux quartiers. Donc c'était très opportun en fait de créer une boucle tempérée sur ce quartier parce que justement on est dans un quartier en construction. Donc c'est vraiment tout un nouveau quartier qui sort de terre. On va être capable d'avoir du coup un cahier des charges pour ceux qui, dans la construction du bâtiment. En fait, les bâtiments vont être conçus pour accueillir ce réseau de chaleur à basse température. Donc, ça veut dire qu'en fait concrètement dans les bâtiments, les émetteurs de chaleur, les radiateurs, ils vont être dimensionnés pour pouvoir utiliser cette chaleur à basse température directement. Donc en fait, l'idée de cette boucle tempérée, en fait, c'était de pouvoir valoriser la chaleur d'équipements de calcul en fait, intensifs, de Météo France notamment, mais pas que, donc des data centers et des supercalculateurs qui étaient hébergés dans l'espace Clément Ader. Donc, qui sont, donc voilà, donc c'est des gros ordinateurs qui font des calculs et qui sont qui demandent beaucoup d'énergie électrique et beaucoup d'énergie de refroidissement en fait. Donc ils ont tout un réseau de refroidissement qui était déjà géré techniquement par le bâtiment, par l'espace Clément Ader, et qui était basé dans la base de leur projet de calcul. En fait, c'est des refroidisseurs classiques, donc l'énergie était envoyée à l'atmosphère finalement. L'idée, donc, c'était de venir récupérer cette énergie-là et de pouvoir la distribuer dans tous les bâtiments autour qui étaient en construction, quoi. Donc, le principe de la boucle tempérée, donc, c'est de venir chercher cette chaleur sur le refroidissement des calculateurs et des data centers et de la distribuer dans toute la zone à une température donc, de 48 degrés. Donc, ce 48 degrés, c'est suffisant en fait, pour le chauffage des bâtiments quand on a des bâtiments neufs. Par contre, ce n'est pas suffisant pour faire l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, c'est la douche. En fait, il y a des contraintes hygiéniques qui font qu'on est obligé de monter la température bien plus haut. Donc, pour ces cas spécifiques, on va rajouter dans les bâtiments qui consomment de l'eau chaude sanitaire des pompes à chaleur qui permettent, en utilisant un peu d'électricité, de remonter cette température localement au sein du bâtiment.
La particularité de cette boucle tempérée, c'est qu'on a aussi installé des équipements de froid. En fait, on va venir changer le régime de température entre l'été et l'hiver. Si vous pouvez venir à la dernière slide, du coup. Donc en hiver, on change le régime de température. C'est la même boucle, c'est les mêmes tuyaux. Et on va venir amener de l'eau tiède mais plus froide. Donc on va avoir un aller à 29 degrés, un retour à 35 à peu près. Et on va pouvoir du coup faire de la clim dans les bâtiments. Donc ça demande quand même qu'il y ait des groupes froids dans les bâtiments parce que 29 degrés, c'est pas froid. En plus, voilà, donc il faut quand même qu'il y ait un groupe froid dans le bâtiment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un groupe froid, disons que si on avait des climatisations classiques, ce groupe froid, il serait relié à des aéros qui seront sur le toit du bâtiment et qui viendraient finalement évacuer ces calories localement. Et on parlait d'îlots de chaleur. Gaëtan parlait d'îlots de chaleur tout à l'heure. Donc ça crée, finalement, on vient réchauffer l'atmosphère tout autour du bâtiment pour la refroidir à l'intérieur. Et donc là, en fait, le réseau de chaleur, en passant en mode réfrigération, va venir récupérer ces calories-là. En fait, elles sont pas évacuées dans l'atmosphère, juste à proximité du bâtiment. Donc ça, c'est géré dans une centrale ENR, du coup, qui est positionnée à l'extrémité de la zone de la ZAC. Donc ça, c'est le fonctionnement général. Alors voilà, donc on va venir amener du... En fait, ça permet aussi, du coup, comme on consomme de l'eau chaude sanitaire sur ce réseau, en fait, en été, ces calories éjectées par les groupes froids, donc on va venir... les calories de la climatisation vont permettre de produire l'eau chaude sanitaire aussi. C'est-à-dire qu'en été, on va venir récupérer la chaleur de cette clim pour créer l'eau chaude sanitaire avec les pompes à chaleur. Donc ça fait vraiment que, voilà, au lieu de rejeter cette énergie des climatiseurs dans l'atmosphère, on va venir créer de l'eau chaude pour se laver les mains. Donc on voit vraiment que toutes les sources d'énergie sont valorisées finalement. Voilà, c'est ça. Et en termes d'investissement, même question qu'à Montpellier. Voilà, alors je ne vais pas vous donner des chiffres parce que c'est vraiment très dépendant du contexte local. Hein. En fait, quand on est sur une très grosse métropole, ça va coûter plus ou moins cher. En fait, Mais par contre, oui, c'est ça, la densité du réseau. Le type. En fait, l'intérêt de créer des boucles tempérées dans des zones à construire, c'est que justement, on va aussi gagner sur les coûts de construction. Parce que les boucles tempérées, en fait, du fait que les températures soient plus basses, on a des différences de température entre l'aller et le retour du réseau qui sont moins importantes que ceux des réseaux classiques. On va être obligé de mettre des tuyaux plus gros parce qu'on va avoir des plus gros débits à transporter. Donc ça coûte plus cher. Mais le fait d'implanter ces réseaux dans des zones qui sont de toute façon en construction, en fait, le fait de venir poser nos réseaux alors que la voirie n'est pas encore faite, en fait, ça coûte beaucoup moins cher que de venir casser une voirie existante dans un réseau de chaleur qui se fait dans une ville déjà construite, quoi. Donc finalement, cette différence de prix qui est de l'ordre de 20%, qui pourrait être de 20% plus cher que sur un réseau haute température pour les tuyaux, en fait, peut être finalement effacée par le fait qu'on va venir... si on a une bonne synergie, si on est capable de travailler avec les services techniques de la ville et qu'on vient implanter notre réseau en même temps que les voiries sont construites, on va pouvoir finalement les regagner sur cet investissement-là. Et c'est quoi les critères pour mettre en place une boucle d'eau tempérée ? Donc on disait plutôt sur des quartiers neufs, en construction, voilà, en c'est ça, tout cas. clairement. Voilà. La synergie entre les usagers, c'est quoi ? Alors, idéalement, il faudrait que si on vient faire du froid, il faudrait qu'il y ait de la consommation d'eau chaude sanitaire en été, parce que le froid, voilà, on va le faire principalement en été. Si on a aussi de la consommation d'eau chaude sanitaire, c'est mieux, pardon. Et ça, on ne trouve pas ça partout. Donc c'est un peu compliqué justement. Non, mais c'est quand même un peu la mode finalement. En fait, les quartiers qu'on crée maintenant, c'est souvent des quartiers qui sont mixtes. En fait, on fait plus la défense, quoi. C'est-à-dire qu'on va plus faire des quartiers qui sont complètement que tertiaires. En fait, c'est quand même, ça vient en fait, ça, de faire des quartiers qui est du tertiaire, de l'habitat, des infrastructures collectives, des infrastructures de loisirs. Quand on a des cinémas, des choses comme ça, en fait, on a des usages qui finalement permettent d'être décalés dans le temps, d'avoir pas tous les usages en même temps. C'est-à-dire qu'on va pas avoir tout le monde qui chauffe en même temps, et le fait d'avoir des bâtiments vraiment très diversifiés sur la zone, ça permet une meilleure répartition et une meilleure gestion de l'énergie, clairement. Donc il faut que ce soit neuf. Effectivement, la basse température, c'est quand même par contre sur des zones neuves, quoi. Et vous en avez beaucoup en développement, des boucles d'eau tempérées à Dalca ? Alors sur Dalca, au total, je pense qu'il y en a pas mal, typiquement dans le sud-est, hein, c'est clairement où il y a des plus gros besoins de froid. Dans le sud-ouest, pas tant que ça. Mais voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Ouais. Parce que ça permet aussi, finalement, en fait, l'avantage des boucles d'eau tempérées, c'est que ça permet vraiment de valoriser
des énergies basse température en fait. Donc tout ce qui est récupération sur les data centers, mais aussi la géothermie. Finalement, la géothermie, l'intérêt de la boucle tempérée, c'est qu'on va pouvoir utiliser presque directement l'énergie d'une géothermie, par exemple. Ou alors on va devoir la relever avec une pompe à chaleur, mais ça ne va pas trop nous coûter en électricité. Alors que si on doit relever la température jusqu'à 90 degrés, forcément ça coûte plus en énergie finalement moins verte. Oui, c'est vraiment adapté aux nouveaux quartiers de maintenant, quoi. Voilà, aux nouveaux quartiers et aux nouvelles sources qu'on va venir chercher qui découlent finalement des recommandations de l'ADEME, où on va venir chercher ce qui est local, ce qui est disponible ici, et ce qui est de la récupération, et ce qui est disponible dans le sous-sol, qui est souvent à basse température. En fait, quand on vient faire de la biomasse, on a de la combustion, en fait, tout ce qui est le gaz, la biomasse, tout ce qui brûle, c'est à haute température, donc on n'avait pas de problème pour transporter, faire des réseaux à haute température. Maintenant, quand on vient chercher des énergies plus locales, plus nouvelles, elles sont plus à basse température, donc c'est opportun de faire des boucles d'eau tempérée dans ces cas-là, quoi. Merci beaucoup. Gaëtan Daugeant, justement, à l'ADEME, comment vous financez ces énergies innovantes, ou en tout cas le froid, par exemple, les boucles tempérées, etc. Quels sont les dispositifs de financement ? Alors, on essaye d'intégrer toutes ces nouvelles technologies, même si ça fait quelques années qu'elles sont présentes, dans le cadre du fonds chaleur que j'ai cité tout à l'heure, qui est un dispositif d'aide pour la chaleur et pour le froid. Pour le froid, c'est clairement quand même en production à base de géothermie ou de récupération de froid lorsqu'on fait du chaud. Donc, c'est pas de pompe à chaleur classique pour la production de froid, ça serait pas éligible. Sur les points qu'on voit un peu en innovation, on a la production de froid par absorption. On va avoir les fameuses thermofrigo-pompes où en fait on a assez peu de projets. On aimerait en avoir un petit peu plus. Mais voilà, sur la production de froid, on a quand même assez peu de projets qui sont présentés sur ces deux technologies. Là où on a pas mal d'innovations, c'est le stockage de la chaleur qui est vraiment associé au réseau de chaleur, où on voit beaucoup de demandes actuellement, stockage classique sur les fluides, mais aussi sur des solides. On va avoir des stockages avec du changement de phase. On cherche aussi les stockages intersaisonniers pour les gros réseaux de chaleur sur incinérateurs. Avec solaire thermique, par exemple, ou non, c'est alors, pas... le solaire thermique, ça fait aussi quand même presque partie de l'innovation. Le solaire thermique sur les réseaux de chaleur, on en a peu aussi. On en a un présent à Narbonne qui va produire 10% des besoins du réseau de chaleur. Le solaire thermique, lui, on l'a quand même plutôt sur des régimes de température élevés, sur du 80 degrés. Mais c'est vrai qu'il y a toute une myriade comme ça de technologies qui sont développées et qu'on quand même on arrive à intégrer dans le fonds chaleur. On arrive à le financer directement. Là où on a aussi les dispositifs, c'est sur les réseaux de chaleur intelligents, mais c'est plus sur la gestion du pilotage du réseau de chaleur, avec les smart grids et la volonté de piloter non seulement la production, mais aussi les besoins en sous-station et d'arriver à un pilotage vraiment fin. Et là, on va plutôt s'orienter sur du financement à la base d'études, c'est-à-dire dans les schémas directeurs de développement des réseaux, on va mettre des volets sur l'optimisation du réseau de chaleur existant. Et si vraiment on n'a pas réussi à le financer dans le cadre classique du fonds chaleur, après on a un dispositif RDI qui là est spécifique, vraiment sur une technologie qu'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas lancer comme ça directement en aide au fonds chaleur, qui est plutôt orienté massification, mais où on se permet des fois de mettre un peu de nouvelles technologies et qu'on va suivre et après pouvoir, on va dire, informer les autres maîtres d'ouvrage, de leur dire, ben voilà, cette technologie, ça y est, elle marche. On a une bonne viabilité économique et on a une bonne technicité qui nous permet de le diffuser sans une grosse prise de risque. C'est quoi à peu près le taux de subvention du fonds chaleur ? Tout à l'heure, on parlait de 20% sur de la géothermie. Voilà. Les taux d'aide, en fait, alors globalement, ils sont entre 20 et 40%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que un réseau de chaleur, ça a un coût. À peu près, 1 million d'euros le kilomètre. Donc c'est ça. On va avoir une recette qui est liée à la vente de chaleur et on va avoir quand même un investissement qu'il faut rentabiliser. Et en gros, l'aide de l'ADEME va permettre surtout d'avoir un niveau de prix de vente de la chaleur qui est compétitif avec le prix de référence. Alors, c'est ça qui va guider vraiment notre philosophie du dispositif d'aide, c'est-à-dire on finance le plus finement possible, sans surfinancer, mais aussi générer le projet, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de perdre de l'argent. Il faut que le projet soit équilibré obligatoirement pour qu'il puisse se lancer. Donc
Voilà, ça fait à peu près des taux d'aide entre 20 et 40% quand on regarde ce montant d'aide par rapport à son investissement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à tous les 4. Je me tourne vers vous, voir s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est vrai qu'on a brossé pas mal de sujets entre géothermie, thalassothermie, boucle d'eau tempérée. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, est-ce que... Merci beaucoup, madame, d'apporter un micro. Si vous pouvez vous présenter et puis poser votre question. Merci. Merci déjà pour valoriser la géothermie. C'est une très bonne chose. Donc Philippe Lesoy, je suis DG de Maya Énergie, études et travaux en forage géothermie. Donc une question au niveau de la société d'aménagement. Est-ce que vous allez, avec tous les avantages que vous avez décrits, est-ce que vous allez systématiquement étudier la clause géothermique dans vos projets d'aménagement aujourd'hui? Alors oui, ce que j'ai commencé à esquisser, c'est que pour chaque projet, en fait, on fait une sorte de schéma directeur énergie qui permet de travailler avec la collectivité, l'aménageur, l'architecte urbaniste sur les problématiques énergétiques. Donc un des volets, évidemment, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure aussi, c'est d'essayer d'aller vers la sobriété. On a une problématique particulière de confort d'été en plus en climat méditerranéen, donc de travailler sur le confort d'été. Et puis parallèlement, on travaille sur les ressources. Donc automatiquement, nous, on essaye d'ouvrir grand la porte à toutes les ressources locales. Donc est-ce qu'on a un industriel à proximité qui peut nous délivrer de la chaleur? Donc on l'a fait avec des data centers. Est-ce qu'on va appuyer sur les eaux usées parce qu'on a une opportunité sur les eaux usées? Est-ce qu'on peut faire de la géothermie? Donc on regarde d'abord effectivement systématiquement ces sujets. La difficulté sur la géothermie, c'est parfois, il faut le reconnaître, la mauvaise connaissance ou la méconnaissance du sol. Ça par contre, donc, alors que c'est plus facile de savoir si on a un émissaire eau usée à proximité, si on a un data center à proximité. Ça c'est relativement simple. La géothermie, c'est un peu plus compliqué, donc on essaye de travailler avec les professionnels sur ces sujets-là. Mais oui, automatiquement, on regarde ces sujets, d'autant plus que la géothermie, comme je le disais tout à l'heure, en fait, elle permet de répondre à un double sujet, c'est-à-dire la chaleur et le froid. Et donc, c'est évidemment intéressant en climat méditerranéen. Je me permets de compléter. Hier, il y a eu une table ronde sur la géothermie. Et il y en a une autre sur le bois aussi, énergie. Et toutes les vidéos des conférences seront disponibles sur le site Energaia à partir du mois de janvier. Voilà. Merci. Ouais, c'est important souvent quand on parle de réseau de chaleur, on l'associe souvent à la biomasse. Et on a un vrai travail, nous, professionnels de la géothermie, de montrer que quand on parle de chaleur, il n'y a pas que la biomasse. Il y a aussi toute la chaleur qu'on peut trouver par ailleurs. Et donc, merci de donner la voix à ces différentes énergies. C'est ce qu'on a essayé de faire justement avec cette table ronde. Allez-y Gaëtan. Et c'est vrai que maintenant, on demande une justification en fait, sur le choix de l'énergie à travers la démarche ENR Choix. Il faudra que tout soit justifié. Et notamment, c'est sûr que si on part sur de la biomasse, sur de la basse température, ça va poser problème au projet. Il y aura des difficultés de financement. Mais derrière, il y a des fois des problèmes aussi économiques. Donc c'est un ensemble d'informations qu'on prend en compte. Mais on demande que pour chaque projet, que ce soit déjà en étude de faisabilité, qu'on vienne étudier toutes les possibilités d'ENR et pour que quand on parte en étude de faisabilité, on soit sûr de son choix sur l'énergie renouvelable retenue. Et c'est plutôt propice à... Il faut montrer pourquoi on ne peut pas faire de la géothermie sur chaque dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est clair pour les bureaux d'études, les étudiants? Eh bien, merci beaucoup. Alors, pour cette synthèse des nombreuses sources d'énergie, en tout cas. Merci à tous les 4. On peut vous applaudir, je pense. Bravo et très bon salon à tous. Merci.